Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui Larry Johnson, ancien analyste de la CIA, pour discuter de l'armement russe. Ravi de vous revoir, Larry. Salut Glenn, merci pour l'invitation. Comme toujours, c'est un plaisir de discuter avec toi. Donc, d'après ce que je comprends, il est assez courant, ou c'est un schéma récurrent, que la CIA ait tendance à diffuser de la désinformation. Et ensuite, bien sûr, cette information circule dans le système et ils finissent par agir sur la base de cette même information. Le problème avec les campagnes de désinformation, c'est qu'on finit souvent par se tromper soi-même. Je ne sais pas si vous avez une expérience ou des connaissances dans ce domaine, mais plus précisément, en ce qui concerne notre discussion d'aujourd'hui, la guerre de l'information est un élément très important de la guerre par procuration en Ukraine, simplement pour maintenir le conflit. L'OTAN semble reposer sur deux récits essentiels. D'abord, que la Russie a les intentions les plus malveillantes, sans préoccupation légitime en matière de sécurité, et ensuite, qu'elle est faible et peut être arrêtée. Et je suppose que parfois, nous nous retrouvons dans des situations embarrassantes où nous disons qu'ils commettent un génocide, alors que lorsqu'ils envoient 700 drones et qu'il y a 2 morts, c'est très tragique, bien sûr, mais ce n'est pas un bon indicateur d'une intention génocidaire. Mais aujourd'hui, ce dont je voulais surtout parler, ce sont les arguments selon lesquels les Russes seraient au bord de l'effondrement. Vous savez, on dit qu'ils manquent de missiles, qu'ils sont presque à court depuis mars 2022, qu'ils se battent avec des pelles, qu'ils volent des puces dans des machines à laver, et n'oubliez pas les réfrigérateurs. Les réfrigérateurs, oui. Mais c'est assez intéressant, parce que si vous allez sur les chaînes Telegram ukrainiennes, ils mettent en garde contre cette idée. Ils disent que beaucoup de leurs soldats partent sur le terrain en s'attendant à affronter, tu sais, des vagues humaines russes arriérées et non entraînées. Mais une fois sur le champ de bataille, ils rapportent que les Russes sont mieux formés, mieux équipés, avec plus d'armes et de meilleures armes aussi. Donc oui, croire à notre propre propagande peut être assez néfaste. Bref, là où je voulais en venir, c'est que tu reviens récemment de Russie. Et j'espérais que, puisque nous avons aussi tendance à nous illusionner en Occident, tu pourrais nous éclairer sur certaines des discussions que tu as eues. Tu as parlé à 2 généraux russes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous savons réellement maintenant de leur armement? Ou du moins, qu'as-tu appris? Eh bien, oui, j'ai eu de la chance. J'ai mené 28 entretiens différents où c'est moi qui posais les questions. J'étais Glenn Deason, posant les questions et obtenant les réponses. Et c'était vraiment un échantillon très large. J'ai parlé, je crois, à au moins 4 membres de la Douma, à 2 hauts responsables de l'administration Poutine. En plus des 2 généraux, il y en avait 2 autres, un colonel et un soldat, un tireur d'élite célèbre. Il est en fait serbe, mais il combat dans le Donbass depuis 10 ans. Des analystes de renom, des journalistes. Donc oui, c'était un large éventail, et il n'y avait aucune restriction sur ce que je pouvais demander. Les sujets étaient totalement ouverts. L'un des généraux avec qui j'ai passé beaucoup de temps était le général Apti Aludinov, un lieutenant-général tchétchène. C'est lui qui a conçu et dirigé l'attaque à Soledar. Souvenez-vous quand les Russes ont avancé à travers un gazoduc sur 13 kilomètres, ils l'ont fait en étant penchés, vous savez, sans se tenir bien droit. On ne peut pas marcher comme ça. Il faut se baisser et se déplacer accroupi. Je mets quiconque au défi d'essayer de marcher ne serait-ce qu'1 kilomètre de cette façon. Mais ils ont progressé dans ce gazoduc en transportant des armes et des munitions. Ce qui signifie qu'ils portaient une lourde charge et ils ont mené une attaque surprise très réussie contre les forces ukrainiennes, finissant par les détruire. Alors quand j'entends l'Occident parler de l'effondrement de la Russie et de la faiblesse de son armée,
Je prends du recul et je me dis, d'accord, faisons un inventaire. Regardons les armes. Let's just do an inventory. Let's look at weapons. Let's start with artillery. Commençons par l'artillerie. Qui produit le plus d'obus d'artillerie? Les États-Unis et l'ensemble de l'OTAN réunis ou la Russie? Eh bien, la réponse, c'est la Russie. Qui est capable de produire le plus de canons d'artillerie? Les canons de ces pièces s'usent après un certain nombre de tirs, il faut donc les remplacer. Là encore, qui fabrique le plus de canons? La Russie. Et les missiles hypersoniques. Ce sont des missiles qui voyagent à Mach 6 ou plus et peuvent être dirigés, manœuvrés. La Russie dispose d'au moins 5 types différents de missiles hypersoniques. Combien en a l'Occident? Aucun. Aucun. Puis cette semaine encore, la Russie a déjoué 2 types de, disons, missiles de croisière. L'un fonctionne dans l'eau, sous l'eau, comme une torpille. L'autre fonctionne comme le missile Tomahawk. Tous deux sont propulsés par un réacteur nucléaire, ce qui signifie qu'ils disposent d'un réacteur miniature générant l'énergie nécessaire à la poussée de ces 2 types de systèmes d'armes. Et tous deux sont capables de transporter une ogive nucléaire. Ce sont donc des vecteurs de livraison. Ils ne sont pas eux-mêmes des armes nucléaires. Alors, les États-Unis ou l'OTAN ont-ils quelque chose de comparable? Non, non. En ce qui concerne la production de drones, là encore, la Russie dépasse les États-Unis et l'OTAN dans la production de drones. Les Russes ont choisi d'emprunter une voie, disons, plus économique. Ils produisent des drones Shahed et des drones Geran, qui, vous savez, coûtent, je pense, environ $10 000 pour certains, peut-être $50 000 pour d'autres. C'est un contraste frappant avec le drone MQ-9 Predator Reaper, $35 millions. Donc rien qu'en termes d'équipement, eh bien revenons-en. Les chars. La Russie produit en moyenne 600 chars neufs par an. Les États-Unis, eux, ne produisent pas de chars neufs. Ils remettent à neuf les modèles existants, les M1 Abrams. Et comme cela a été démontré sur le champ de bataille, le M1 Abrams est vraiment mal adapté aux opérations en Ukraine, contrairement aux chars russes. Alors, vous savez, trouvez-moi un domaine dans les systèmes d'armes militaires où l'Occident peut dire « Oh, nous sommes meilleurs que les Russes ». Il n'y en a pas. Pas un seul. Il y a plusieurs domaines dans lesquels la Russie peut affirmer être supérieure et bien en avance sur l'Occident. Donc, ce discours trompeur, où, vous savez, Trump ne cesse de dire « Oh, nous avons la meilleure armée du monde ». Vraiment. Nous n'avons même pas réussi à empêcher les Houthis de bloquer la mer Rouge. Nous avons essayé. Et pendant ces 7 semaines, c'est la continuation de l'opération Guardian de la Prospérité. J'oublie. Ils lui ont donné un nouveau nom. Les États-Unis ont perdu 7 drones MQ-9 Predator. Cela représente presque $260 millions de drones partis en fumée, ou dans ce cas tombés sur Terre. Et puis il y a les dégâts subis par 3 avions de combat qui ont été perdus. Alors après 7 semaines de cela, les États-Unis ont dit « Très bien, nous avons gagné, nous déclarons la victoire, et nous sommes partis. » Donc si nous ne sommes pas capables de gérer les Houthis, comment diable allons-nous gérer les Russes si par hasard les États-Unis et la Russie en viennent à s'affronter? En réalité, la Russie a un avantage certain, et les Russes le comprennent, mais ils portent aussi en eux. Et le général Alodinov l'a très clairement exprimé. Il a dit « Nous nous battons pour notre existence, pour nos familles, pour notre terre, et nous ne nous arrêterons pas tant qu'elle ne sera pas en sécurité. Il n'y a rien que l'Occident puisse offrir, dire ou faire, à part nous laisser tranquilles et quitter notre terre. C'est ce que veut la Russie, et c'est ce qu'elle obtiendra. » Pour moi, quand j'entends toute cette propagande de guerre sur leur prétendu manque d'équipement,
Les vagues humaines, toutes ces choses faciles à démentir. Les gens oublient à quel point il est dangereux de sous-estimer leurs capacités et de surestimer les nôtres. On finit par adopter des hypothèses comme la domination de l'escalade, selon laquelle nous pourrions toujours augmenter la pression, en sachant qu'à un certain moment, les Russes devraient reculer, parce que nous possédons les armes les plus puissantes. Ou comme tu l'as dit, si nous entrons dans une guerre directe, la probabilité que nous la gagnions réellement. Car du moins ici, du côté européen, on semble partir du principe que ce n'est qu'une question de volonté. Si les Américains s'engageaient vraiment dans cette guerre et y mettaient tous leurs moyens, alors les Russes n'auraient aucune chance. Parce que tu sais, c'est une petite économie de la taille de l'Espagne, une station-service déguisée en pays, même s'ils surpassent la puissance industrielle de leur armée, produisant bien plus que l'ensemble de l'OTAN à maintes reprises. Obama a également fait remarquer un jour que les Russes le voudraient davantage, qu'ils seraient prêts à tout sacrifier, car c'est une question existentielle pour eux. Ce n'est pas à l'autre bout de la planète, et ils bénéficient d'un avantage logistique. C'est juste à côté. Donc, avec tout cela, l'idée que par simple patriotisme, nous devrions minimiser les capacités russes semble absurde. Cela ne ferait que nous nuire. Mais vous avez effectivement passé en revue beaucoup de ces armes, et la plus récente est ce nouveau missile à propulsion nucléaire, Burevestnik. Pourquoi? Enfin, tout d'abord, pourquoi est-il important qu'il soit à propulsion nucléaire? Et comment comprenez-vous l'avantage comparatif ou concurrentiel de ce missile? Eh bien, si vous allez voir, allez sur n'importe quel moteur de recherche d'IA et demandez-lui de dresser une liste des missiles balistiques à portée intermédiaire et intercontinentale. Ils indiquent toujours une distance maximale qu'ils peuvent parcourir. Ce missile de croisière n'a pas de distance maximale. Il peut faire le tour du monde. Par le passé, la capacité d'un missile à parcourir, disons, 1000, 2000, 3000 milles, dépendait toujours de la quantité de carburant qu'il transportait, qu'il soit liquide ou solide. La quantité de carburant à bord ajoute du poids, ce qui limite ensuite la taille potentielle de l'ogive, et ainsi de suite. Le Burevestnik et le Poséidon ne sont plus limités par la quantité de carburant à bord. Ils disposent essentiellement d'une réserve de carburant illimitée grâce aux réacteurs nucléaires. Et cela ouvre des perspectives vraiment intéressantes dans le domaine non militaire. Peux-tu imaginer un avion propulsé par un petit réacteur nucléaire qui fournirait toute la poussée nécessaire au décollage et à l'atterrissage? Je ne suis pas sûr du coût initial, mais imagine les économies de carburant à long terme. Ce n'est qu'un aspect. Cela s'applique aussi aux voyages spatiaux. Il ne serait plus nécessaire d'avoir des étages de fusée qui décollent, s'épuisent, se détachent, puis qu'un autre prenne le relais jusqu'à ce qu'il s'épuise et se détache à son tour. Cela va changer la conception des vaisseaux spatiaux qui pourront soudainement décoller et atterrir sans avoir besoin de tous ces propulseurs, car ils disposeront à bord de l'énergie provenant de leur propre réacteur nucléaire. Une fois en marche, ils volent. Et cela facilite les discussions sur les voyages vers Mars. Je suis sûr qu'il reste encore des recherches à mener, mais encore une fois, cela reflète le type d'innovation qui a toujours caractérisé la Russie, en remontant vraiment à l'époque de Staline. L'une des conversations les plus intéressantes que j'ai eues, enfin, elles étaient toutes fascinantes, a été celle que j'ai eue avec le ministre de l'économie, Galushka. Il a en ce moment le livre le plus vendu en Russie sur l'histoire de l'économie russe. Il y revient et explique en détail ce qu'on pourrait appeler le bon côté de Staline, ce qui a été accompli en matière d'industrialisation de la Russie.
Les anti-staliniens rétorquent « Oh, ils auraient fait cela de toute façon, avec ou sans Staline. » Eh bien, tout ce que nous savons, c'est que nous avons l'histoire. Et l'histoire montre que la Russie a réalisé d'immenses progrès en matière d'industrialisation entre 1925 et 1955. Cela a été symbolisé à la fin par Yuri Gagarin, premier homme dans l'espace, devançant les États-Unis dans cette course. Mais ce que M. Galushka a dit, c'est que l'Occident ne comprend pas que nous sommes autosuffisants. Oui, nous participons au commerce international et le commerce international contribue à notre produit intérieur brut. Mais il a dit que si nous en arrivions à un monde où nous devrions construire un mur autour de la Russie et ne compter que sur ce que nous produisons ici dans ce pays, nous n'aurions besoin de rien. Il n'y a pas une seule chose dont nous ayons besoin d'un pays étranger qui soit essentiel à notre économie, car nous avons tout ici, sur le plan national. Et nous l'avons constaté au cours des 3 dernières années. Par exemple, auparavant, lorsque la Russie achetait des avions pour des vols commerciaux civils, elle s'approvisionnait principalement chez Boeing. Puis les sanctions sont entrées en vigueur. Plus de Boeing pour vous. Alors la Russie dit, d'accord, nous allons construire les nôtres. Et au cours des 3 dernières années, ils ont maintenant conçu, produit et fait voler un avion de ligne commerciale. Et maintenant, ils vont commencer à les produire en série. Oups, mauvaise nouvelle pour Boeing et potentiellement pour Airbus. Car la Russie va désormais être capable d'en construire suffisamment pour peut-être même commencer à en vendre à des pays du Sud global qui auparavant achetaient chez Boeing ou Airbus. La Russie vient donc de démontrer que si vous essayez de l'exclure des marchés, elle peut vous contourner. Et c'était le point de Galushka. L'Occident pense pouvoir sanctionner la Russie d'une manière qui la forcera à changer. Mais il a dit qu'ils n'ont pas ce levier. Il n'existe pas. Tout le monde enseignait la stratégie de sécurité à l'université de Sydney. Je disais toujours aux étudiants, ne détestez pas vos adversaires, car si vous les détestez, cela conduit à une mauvaise analyse. Vous commencez à penser qu'ils sont arriérés ou autres. Et avec une mauvaise analyse, vous obtenez de mauvaises politiques et vous perdez. Il faut donc toujours respecter ses adversaires. Mais je pense que c'est l'une des grandes malédictions d'aujourd'hui. Nous ne parvenons plus à reconnaître la moindre force chez nos adversaires. Il faut toujours les rabaisser, et nous nous retrouvons dans ces situations prévisiblement stupides, qui auraient dû, encore une fois, être prévisibles. Mais tu as mentionné quelque chose de très intéressant, cependant, à propos de ce que Poutine a dit, que les technologies du missile Burevestnik peuvent également être appliquées à l'exploration spatiale. C'est ainsi, je suppose, que l'ère géoéconomique a tout bouleversé, car autrefois, on s'inquiétait de l'exportation de technologies commerciales, puisqu'elles pouvaient avoir une application militaire. Dans l'ère géoéconomique, nous avons désormais des technologies à capacité militaire utilisées pour obtenir un avantage commercial. Exactement. Et c'est aussi une manière de subventionner indirectement ces industries commerciales en faisant collaborer des technologies militaires financées par l'État avec des entreprises privées. Mais je pense que beaucoup de gens oublient souvent que les Russes ont en réalité réalisé d'énormes progrès dans leur souveraineté technologique. Ils disposent en réalité d'un écosystème numérique autonome tout à fait solide, avec leurs propres géants technologiques qui dominent en Russie au lieu de dépendre de l'étranger. De manière générale, l'objectif est d'inverser ce qui s'est produit dans les années 1990, lorsqu'ils exportaient simplement du pétrole et du gaz, importaient tous les biens et se retrouvaient avec une désindustrialisation. Ils ont désormais inversé cette tendance. Ils vendent leur énergie et utilisent une grande partie des recettes pour subventionner et financer de nouveaux développements technologiques, dans le but d'accroître leur autosuffisance et de gravir les chaînes de valeur mondiales.
Une grande partie de cela est ignorée, car il existe toujours ce besoin de décrire les Russes comme arriérés. Et puis, bien sûr, on finit par penser qu'on va combattre les Russes avec des pelles. Et il se retrouve avec ces missiles hypersoniques en tour. C'est un signal d'alarme. Tu as raison. Correct. Mais vous avez mentionné tous ces missiles, les hypersoniques, les Zircons, et bien sûr le Burevestnik, qui appartient à une catégorie à part. Mais il faut noter que pour beaucoup de ces systèmes d'armes, le missile Burevestnik n'est pas nécessaire pour l'Ukraine. Dans quelle mesure voyez-vous cela comme une forme de dissuasion dirigée contre l'Occident? Vous avez parlé à de nombreux responsables militaires là-bas. J'y étais, c'était il y a 3 semaines? Non, 2 semaines. Et j'ai eu l'impression que les Russes perçoivent désormais une nécessité urgente de raviver leur capacité de dissuasion. Car au sein de l'OTAN, nous sommes devenus un peu trop à l'aise à l'idée de lancer des missiles sur Moscou, si besoin, sans même faire semblant que c'est en réalité l'Ukraine qui les tire. Alors, comment voyez-vous le développement de ces systèmes d'armes dans ce grand jeu, à mesure que nous entrons dans une nouvelle phase d'escalade? Well, Russia is now in a position. Eh bien, la Russie se trouve désormais dans une position où elle peut à la fois lancer une attaque que l'Occident ne peut pas arrêter et intercepter la plupart des frappes de représailles occidentales grâce à ses différents systèmes de défense aérienne. Les Pantsir, S-300, S-400, S-500 et S-550. Elle développe ses capacités assez rapidement. À ce sujet, permettez-moi de souligner qu'il y a eu une information erronée intéressante, en réalité de la propagande, qui a circulé mardi cette semaine. Un ami à moi, Steve Bryan, en a parlé. Je suis rentré de Moscou mardi, et avant de partir, les nouvelles de lundi et dimanche portaient toutes sur la visite de Poutine au quartier général militaire. Un long briefing avec le général Gerasimov. Toute la couverture médiatique en Russie était très optimiste, très positive. Comme Poutine visitait un quartier général militaire, il portait un uniforme. Ce n'était pas censé envoyer un nouveau message. C'est simplement à cause de son rôle de commandant en chef. S'il se trouve sur une base militaire, il s'habille en conséquence. Mais il n'y avait absolument aucun signe d'animosité entre Poutine et Gerasimov. Quoi qu'il en soit, Steve a mis la main sur une vidéo sur YouTube qui montrait soi-disant Poutine en train de réprimander Gerasimov pour des échecs dans leur défense. J'ai vérifié auprès de 3 personnes différentes en Russie. L'une d'elles, je crois que tu la connais, Stanislav Kropivnik, ou Stas, c'est un ancien major de l'armée américaine. Ils m'ont tous répondu que c'était un faux total, une fabrication pareille, cherchant à créer un récit selon lequel il y aurait un conflit ou un désaccord entre l'armée et Poutine. Non, c'est tout le contraire. Mais encore une fois, cela illustre le désespoir de l'Occident à vouloir créer ce genre de récit qui trompe bien plus souvent les gens en Occident. Il ne trompe pas les gens en Russie. Lors de ma conversation avec le général Abdi Alodinov, il a été très clair. Il a dit, « Écoutez, nous suivons le président Poutine, mais c'est le commandement militaire qui gère cela. Poutine n'a pas d'expérience militaire. Il n'a pas servi dans l'armée. Il est commandant en chef en vertu de sa fonction de président, mais il s'agit essentiellement d'un contrôle civil de l'armée. Les décisions concrètes sur les lieux d'attaque, la manière d'attaquer et les moyens utilisés sont prises par le général Gerasimov et son état-major, qui comprend des généraux, des colonels, des officiers supérieurs, une intégration de toutes les forces, terrestres, navales et aériennes. Et vous savez, Poutine leur délègue ses décisions. On m'a dit que le seul domaine dans lequel il avait formulé une demande particulière concernait la réduction au minimum des pertes russes.
C'est l'une des raisons pour lesquelles nous observons l'avancée lente et méthodique de la Russie vers l'Ouest. Ils progressent, et cette année, ils ont en réalité avancé beaucoup plus rapidement, ayant affaibli et détruit des éléments clés des capacités de défense ukrainiennes. Leur autre objectif est de réduire au minimum les pertes civiles, car dans des endroits comme Pokrovsk, il reste encore de nombreux civils qui sont restés sur place. Ils ne veulent pas rester sous contrôle ukrainien. Ils attendent que les Russes viennent les libérer. Donc l'attitude des Russes, c'est, vous savez, peu importe le temps que cela prendra, nous prendrons tout le temps nécessaire. Nous ne serons pas vaincus, ce n'est pas une option. Et il y a bien cette mentalité. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous avez dit sur la tendance de l'Occident à minimiser les capacités de la Russie. Mais, avec tout le respect, les Russes, on n'entend pas ce genre de propos condescendants à propos des Ukrainiens. En fait, ils font remarquer que selon eux, si les Ukrainiens se battent si bien, c'est parce qu'ils sont encore Russes dans leur cœur. Donc vous voyez, ils leur font un compliment, ils les reconnaissent comme des proches faisant partie de la famille slave. Oui. Eh bien, en ce qui concerne la propagande, c'est intéressant de constater que chaque fois qu'une mauvaise nouvelle arrive, quelque chose qui pourrait saper la confiance du public dans la guerre et sa volonté de la poursuivre, on sait qu'il va se passer quelque chose pour rétablir la situation. Donc maintenant qu'il y a une catastrophe, on en avait déjà parlé à propos de Pokrovsk et de Kupiansk qui étaient encerclés, eh bien, elles le sont maintenant. Il y a des milliers et des milliers de soldats ukrainiens qui ne peuvent plus s'échapper, qui doivent soit se rendre, soit périr. Et au moment même où cela se produit, on attend un peu, surtout en regardant la télévision britannique, en se disant « Alors, où est le grand coup de pouce au moral qui prouve qu'on est en train de gagner ?» Et oui, c'est à ce moment-là qu'ils ont sorti ces rapports affirmant que Poutine est inquiet parce qu'il est à bout de force et qu'un coup d'État pourrait bientôt avoir lieu. Je veux dire, ça devient assez prévisible. Mais encore une fois, tout se fait de se mentir à soi-même, toujours souligner ou inventer cette faiblesse massive du côté russe. C'est assez dangereux, car chaque jour qui passe rendra l'accord pire. Pas seulement n'importe quel accord en termes d'architecture de sécurité européenne, mais même, vous savez, il serait dans l'intérêt de tous d'avoir une Ukraine raisonnablement forte et indépendante comme zone tampon entre l'OTAN et la Russie. Mais chaque jour, la capacité de l'Ukraine à se reconstruire après tout cela, avec toutes les pertes humaines, les infrastructures détruites, les gens qui fuient le pays, il sera impossible d'avoir une Ukraine stable dans les années à venir. Elle pourrait s'effondrer ou se désintégrer en tant que nation. Personne n'y gagne. Et pourtant, cette histoire continue de se réfugier dans un monde imaginaire où la Russie serait au bord d'un coup d'État. J'ai parfois l'impression que les services de renseignement et les médias s'en accommodent, puis que cela revient en boucle, et qu'ils s'en emparent à nouveau comme si c'était une véritable histoire. Mais à ce stade, alors que l'Ukraine est en train de perdre, la panique s'installe. On le voit surtout ici, en Europe. Nous ne pouvons plus financer l'Ukraine. Nous sommes à court d'argent. Alors maintenant, on entend dire « volons simplement les avoirs russes » ou bien « l'Ukraine souffre énormément sur le champ de bataille, envoyons des troupes » ou encore « donnons-leur des missiles à longue portée pour frapper la Russie ». Tout cela, la saisie de navires russes, les attaques contre son infrastructure énergétique, pourrait déclencher une guerre directe. Comment évalues-tu la probabilité que nous provoquions réellement une guerre directe avec les Russes? En réalité, je pense que c'est peu probable, tout simplement parce que l'Europe n'en a pas les moyens. Je ne doute pas qu'elle en ait la volonté,
Elle aimerait, vous savez, frapper la Russie et avoir le sentiment de pouvoir lui infliger des dégâts. Mais en réalité, elle ne dispose ni du stock d'armes nécessaire, ni du niveau de sophistication de ses armes. Vous savez, elle a juste assez de puissance de feu pour, si l'on peut dire, allumer un brasier dont elle serait elle-même le combustible. Car la Russie, si elle est attaquée, et elle ne lancera pas de frappe préventive contre l'Europe, quelles que soient les circonstances, mais si elle est frappée, la Russie ripostera d'une manière qui causera d'immenses souffrances et douleurs à l'Europe, du moins sur le plan militaire. And suffering on the part of Europe, at least within the military realm. The one thing, it's sort of La seule chose, c'est que malgré la propagande occidentale, la Russie essaie d'éviter les pertes civiles, car elle reconnaît, d'après sa propre expérience de la guerre, que si l'on commence à tuer des civils, tout ce que l'on fait, c'est renforcer la colère de la population envers l'attaquant. Les gens ont tendance à se rallier au gouvernement en place, même s'ils le détestent. La Russie, du moins avec sagesse, comprend cela. En réalité, elle cherche plutôt à affaiblir le soutien au gouvernement existant, et pour cela, elle détruit sa capacité à fournir des services à la population. C'est l'une des raisons pour lesquelles on voit les Russes mener ces attaques contre les centrales thermiques, les barrages hydroélectriques, les centrales au charbon, et ainsi de suite à travers l'Ukraine. Les Russes, toute leur mentalité à ce sujet est quelque chose que l'Occident ne veut tout simplement pas accepter ni comprendre. Plusieurs, non seulement les deux généraux avec qui j'ai parlé, mais d'autres aussi, ont fait remarquer « Nous n'avons pas besoin de nous étendre en Europe. Nous avons 11 fuseaux horaires de territoire ici, cette immense étendue jusqu'en Sibérie et le long de la frontière avec tous les stans. Nous n'avons pas besoin de plus de terre. Nous en avons largement assez. Et il n'y a aucune ressource que nous devions aller chercher ailleurs. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous voulons simplement qu'on nous laisse tranquilles. Nous aimerions avoir une relation avec vous, mais malheureusement, la relation entre la Russie et l'Europe, c'est un peu comme, eh bien, je ne sais pas, peut-être dans vos années de célibat, si vous avez déjà une petite amie un peu folle. Je veux dire, l'une d'elles est complètement folle. Et peu importe ce que vous essayez de faire pour vous entendre avec elle, ou pour, vous savez, l'apaiser, ou lui offrir des cadeaux, elle était toujours en colère, toujours menaçante. C'est la relation entre la Russie et l'Europe. L'Europe est la petite amie folle. Et pour les femmes, d'accord, le petit ami fou. Soyons équitables ici sans faire de sexisme, mais je parle simplement de mon propre point de vue, de mon propre cadre de référence. Il n'y a donc vraiment aucune base pour une relation fondée sur le respect mutuel. L'autre chose qui m'a frappé, c'est que la mentalité russe ne repose pas sur le jeu à somme nulle qui définit la mentalité occidentale dans les relations avec d'autres pays. Au contraire, la mentalité russe consiste à construire un jeu à somme positive où tout le monde peut gagner, tout le monde peut participer, tout le monde peut en bénéficier. Ils ne ressentent pas le besoin de dire « il faut que je gagne et que tu perdes ». C'est un autre principe fondamental de la politique étrangère et de la politique militaire russe. Pour illustrer cela, regardez ce qui est arrivé à la population musulmane de Tchétchénie après la deuxième guerre de Tchétchénie, qui s'est terminée vers 2009 ou 2010. Ce fut une guerre brutale, et beaucoup de personnes ont été tuées des deux côtés. Pourtant, à la fin du conflit, la Russie a fait tout son possible pour rétablir la confiance et sa relation avec les Tchétchènes. Elle n'a pas cherché à les humilier, ni à les faire souffrir. Bien au contraire. En fait, on m'a dit que la Russie avait détourné une partie de son budget, qui aurait dû être alloué à d'autres régions, pour la consacrer à la Tchétchénie, afin de la reconstruire. Et aujourd'hui, la Tchétchénie est décrite unanimement comme l'une des plus belles républiques de Russie.
Et, bon sang, cela a produit le général Kadyrov et le général Alodinov. Vous avez donc ces grands commandants militaires musulmans qui ont joué des rôles essentiels dans des batailles cruciales. Kadyrov lors de la bataille de Mariupol en mai 2022 et le général Avdi Alodinov lors de la bataille de Kursk qui s'est achevée en mars de cette année. C'est donc cet état d'esprit, cette différence dans la manière dont les Russes abordent l'adversaire. Ils ne ressentent pas le besoin d'humilier ou d'écraser l'adversaire. Ils essaient en réalité de trouver un moyen de le renforcer. Cela me donne aussi un certain optimisme quant au fait que, lorsque tout cela prendra fin, et cela se terminera militairement, non par la négociation, si la Russie a pu guérir ses blessures avec les Tchétchènes, elle pourra guérir ses blessures avec les Ukrainiens. Oui, non. J'ai aussi l'impression maintenant que les possibilités diplomatiques sont terminées. Je pense que le dernier clou dans le cercueil a été enfoncé lorsque Trump est revenu et a suggéré « Eh bien, revenons à l'idée de cesser le feu ». C'est à ce moment-là qu'il est devenu évident que la diplomatie était tout simplement inutile. Bien sûr, s'il y a maintenant des changements significatifs sur le champ de bataille, des villes commençant à tomber les unes après les autres, cela pourrait s'intensifier très rapidement après l'effondrement de Pokrovsk et de Kupiansk ou leur chute aux mains des Russes. Mais ensuite, bien sûr, il pourrait y avoir davantage de volonté diplomatique au sein de l'OTAN pour accepter certaines de ces concessions et le dire aussi à Zelensky. Cependant, ma dernière question concerne les récentes décisions des États-Unis. Je vois des rapports indiquant que les États-Unis réduisent leur présence en Europe de l'Est, en Roumanie, dans les États baltes, en Pologne. Ils ne se retirent pas complètement, mais diminuent leur présence conformément à l'idée de se détourner de l'Europe. Cela semble être un signal très clair que le processus de transfert de la guerre aux Européens signifie qu'ils devront la terminer eux-mêmes. Ils peuvent la laisser traîner pendant quelques années s'ils en ont les moyens, mais l'Amérique se retire, ou du moins réduit son implication. Le voyez-vous aussi ainsi? Et selon vous, quelle en sera l'importance? Non. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Je pense que le véritable moteur d'un retrait complet des États-Unis d'Europe viendra une fois que la Russie aura remporté une victoire militaire sur l'Ukraine, car cela sera perçu, à juste titre, comme une défaite totale de l'OTAN et mettra en évidence les limites du pouvoir de l'OTAN. À ce moment-là, je pense que les États-Unis se replieront et se retireront. Ils auraient probablement dû se retirer il y a des années en 1991. Mais vous savez, être aux commandes, être le plus puissant, c'est une drogue. C'est addictif. Laissez-moi vous poser une question. Quelle est la distance du nord au sud de la Norvège? Quelle est la plus longue étendue, du point le plus au sud de la Norvège jusqu'au point le plus au nord? 1300 kilomètres? Je ne saurais pas le dire. Je devrais le savoir. Bon, la raison pour laquelle je pose la question, c'est que j'essaye de trouver une distance que les gens peuvent comprendre ou à laquelle ils peuvent se rapporter. Donc, par exemple, aux États-Unis, la distance entre New York et Miami est, je crois, d'environ 1100 miles, disons 1400 kilomètres. Cette distance représente l'ensemble de la ligne de contact en Ukraine. Désolé, ma façon de penser européenne est en kilomètres, parce que, encore une fois, vous avez mentionné du nord au sud. Je sais que c'est moins de 2000 kilomètres, mais je dirais entre 1600 et 1800 kilomètres. D'accord, mais je ne suis pas sûr de ce que cela représente en miles, environ 1000, je dirais. Mais cela ferait donc, voyons voir, je pense que 1600 kilomètres correspondent à environ 1000 miles.
Donc ce que nous observons, en gros, c'est une ligne de contact plus proche de 1600 km que de 1300. Même si vous avez 700 000 soldats répartis le long de cette ligne, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Il faut les concentrer dans certaines zones. C'est là que la Russie a actuellement un avantage en effectif, et l'Ukraine peine à combler les brèches le long de toute cette ligne de 1600 km. Mais la Russie, eh bien, le seul ordre que Poutine a donné aux généraux était de minimiser les pertes militaires du côté russe. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils ne se précipitent pas dans des attaques à grande échelle. Ils avancent de manière plus méthodique et lente, en préparant le terrain avec un combiné d'artillerie, de drones et de bombes planantes. L'accord actuellement sur la table, celui dont Poutine a exposé les conditions le 14 juin 2024, consiste essentiellement à ce que l'Ukraine et l'Occident reconnaissent que les 5 anciens oblasts d'Ukraine, la Crimée, Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Luhansk, font désormais partie intégrante de la Russie. Ils sont considérés comme un territoire russe, ne seront ni cédés ni restitués, et toutes les troupes ukrainiennes et de l'OTAN doivent se retirer de ces zones. L'Ukraine doit renoncer à toute intention d'adhérer à l'OTAN, et l'OTAN doit se retirer d'Ukraine. Cet accord est sur la table depuis plus de 16 mois, et Poutine, Gerasimov et Lavrov ont tous clairement indiqué que si l'Occident ne l'acceptait pas, la Russie prendrait davantage de territoire. Et si le peuple vote pour rester avec la Russie, alors ce territoire deviendra également russe, y compris Kiev et Odessa. Donc vous savez, une chose est sûre, la Russie prendra militairement le contrôle de Poltava, Sumy, Kharkiv et Dnipropetrovsk. Je pense qu'elle prendra aussi le contrôle de Kiev et d'Odessa. Ensuite, elle organisera des élections et donnera au peuple le choix. Voulez-vous rester avec l'Ukraine ou revenir à la Russie? Et je prédis que tout ce territoire, parce qu'il est en grande partie russophone, choisira de revenir à la Russie. Ainsi, l'Ukraine ne sera plus qu'une coquille d'elle-même. L'autre chose fascinante, j'ai parlé avec l'ancien Premier ministre, Mykola Azarov, qui a exercé de 2010 à 2014. Il m'a dit, « Vous savez, quand j'ai pris mes fonctions de Premier ministre en 2010, nous avions 57 millions d'Ukrainiens vivant en Ukraine. » Il dit qu'aujourd'hui ce chiffre est de 20 millions. Il a déclaré que l'Ukraine a subi une perte terrible et que la plupart de ces personnes sont parties à l'étranger. En fait, j'ai dit au Premier ministre, « Eh bien, j'ai quelques preuves anecdotiques pour vous. Mon dentiste aux États-Unis vient d'Ukraine. Et quand j'ai eu un réfrigérateur en panne, le type qui est venu le réparer, ukrainien. Donc vous savez, ils se sont installés en Floride, et je suis sûr qu'ils sont présents tout le long de la côte est des États-Unis, peut-être sur la côte ouest et en Europe. Mais 37 millions de personnes, ou disons 35 millions, qui sont partis et ne reviendront pas, vous savez, c'est très difficile pour un pays de se remettre de cela. Eh bien, fantastique. Larry, merci beaucoup. Oui, parfois, on a l'impression de vivre dans un univers parallèle, parce que la façon dont les médias décrivent ce qui se passe est très différente des développements réels. Je veux dire, ma grande inquiétude, c'est qu'à mesure que les États-Unis se retirent un peu, les Européens ressentent le besoin d'escalader et que les Russes craignent d'avoir laissé leur dissuasion s'affaiblir et doivent la reconstruire. C'est comme si, tu sais, une tempête parfaite se formait pour une confrontation directe. Ce qui, comme tu l'as dit, ne devrait pas arriver justement, parce que ce serait tellement insensé. Nous entrerions dans une guerre que nous ne pourrions pas gagner. Oui, mais il y a eu beaucoup de décisions insensées dernièrement. Donc, c'est ma grande inquiétude que nous allions vraiment dans cette direction. As-tu une dernière réflexion avant que nous nous déconnections?
Well, just say, I think what you're doing, and people like Eh you, bien, you know, the je veux simplement dire que je pense que ce que vous faites, et des personnes comme vous, comme The Duran, le monde des podcasts avec Nima et le juge Napolitano, entre autres, offre une perspective médiatique alternative. Parce que les médias occidentaux, et en particulier ceux des États-Unis, sont passés sous le contrôle des oligarques occidentaux. Vous savez, vous êtes trop jeune pour vraiment vous en souvenir, mais il y a environ 50 ans, quand je terminais le lycée, le nombre de journaux, de stations de radio et de chaînes de télévision indépendants était immense. Les médias étaient, si l'on peut dire, assez démocratiques. Il n'y avait pas une seule personne ou un seul groupe qui contrôlait et dominait l'espace médiatique. Avançons maintenant jusqu'à 2025. Il y a environ 5 grandes entreprises aux États-Unis qui contrôlent les médias. it's about 5 corporations in the United States that control the media. And, pick your issue. Is it the genocide? Et vous savez, choisissez votre sujet. Est-ce le génocide à Gaza? Est-ce l'opération militaire spéciale en Ukraine? Autrement dit, la guerre en Ukraine? Est-ce l'attaque américaine imminente contre le Venezuela? On ne trouve plus sur aucun des canaux médiatiques actuels le moindre débat, la moindre véritable contestation sur ces questions. Regardez les personnes qui apparaissent régulièrement sur les différentes chaînes YouTube. Parlons par exemple de l'Ukraine. On y voit Jeffrey Sachs, John Mearsheimer, Doug McGregor, Ray McGovern, Scott Ritter. Ce sont eux qui ont été les principales voix. Je me considère comme faisant partie de ce groupe. Je me souviens qu'à l'époque où je participais à des débats télévisés sur le terrorisme, entre 1994 et 2008, il y avait toujours des points de vue alternatifs. Ce n'a jamais été à sens unique. Il y avait en réalité 2 camps, et on pouvait débattre, on pouvait librement débattre de la question sans que cela ne dégénère en dispute. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous savez, Doug McGregor, de temps en temps, avant que Tucker Carlson ne soit renvoyé, apparaissait dans son émission pour parler de la guerre en Ukraine. Mais maintenant, il n'y a plus d'autre voix. Et il n'y a certainement aucune voix dans les médias ici qui s'exprime à propos de cette prochaine action militaire américaine contre le Venezuela. Un mensonge complet, fondé sur un mensonge. Donc, ce que vous faites est important, car vous proposez une alternative échappant au contrôle de ces médias oligarchiques. Et je tiens simplement à vous féliciter pour cela. Eh bien, j'apprécie cela, Barry. Merci, et j'espère te voir bientôt. See you soon.